Repenser l'éducation à la lumière des neurosciences. Voici la proposition si pertinente de mon invitée du jour, l'éminente Dr Catherine Guéguen, qui y consacre la plus grande partie de son temps aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, justement, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc le Dr Catherine Guéguen. Vous la connaissez probablement. Elle est l'une des plus belles figures représentant le mouvement qui tend à changer de regard sur la parentalité et l'éducation du jeune enfant en France. Pédiatre, elle s'est spécialisée il y a de nombreuses années en neurosciences affectives et sociales. Elle y a découvert, outre-Atlantique, des choses qu'elle ne pouvait garder pour elle. Conférencière et formatrice, Catherine contribue aujourd'hui à répandre ce savoir si précieux pour aider les parents, les guider et également les professionnels de l'enfance. Je l'ai rencontrée il y a quelques années et depuis je ne la lâche plus. Je la considère comme un mentor rassurant dans mon combat pour la révolution éducative. Nous parlerons de ses intentions au quotidien, de l'importance de prendre soin de soi et surtout d'être indulgent avec soi-même dans nos postures d'éducateurs. Nous parlerons de ses intentions au quotidien, de l'importance de prendre soin de soi et surtout d'être indulgent avec soi-même dans nos postures d'éducateurs. Parce que tout ce que nous savons aujourd'hui sur les neurosciences affectives et sociales nous donne certes des pistes, mais ne sont pas si simples à mobiliser au quotidien. Auteure de plusieurs livres, elle a sorti récemment les ouvrages « Lettre à un jeune parent » et « Entre toi et moi ». Nous en parlerons précisément à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute avec ma chère amie, Dr Catherine Guéguen. Bonjour Catherine. Bonjour Lika. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cet échange. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aussi. Ah, mais j'en suis ravie. Je t'ai présenté en introduction aux auditeurs. Ce que je leur ai pas dit, c'est que c'est par toi et même grâce à toi que je suis arrivée aux neurosciences affectives et sociales et que j'ai pu l'intégrer dans ma pratique professionnelle. J'ai pu assister à quelques conférences, même à une formation, et, et vraiment j'ai trouvé précieux de pouvoir, dans la continuité de tout ce qui m'animait, je dirais très fort, puisse être confronté à quelque chose de scientifique, s'appuyer sur des bases scientifiques et donner raison à tout ça. Ce que j'aimerais savoir peut-être pour commencer, c'est est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que tu en es venu à ces recherches-là en tant que pédiatre, ce qui fait comment ça a changé ton quotidien de pédiatre et ce qui t'a donné envie de les partager au grand public? Alors, j'ai un certain âge et quand j'étais toute jeune, étudiante en médecine, et que j'ai commencé des stages en pédiatrie, j'ai été hyper choquée de voir tous ces enfants qui étaient maltraités dans nos services. Des enfants qu'on jetait contre les murs. Enfin, jamais j'aurais imaginé ça. Et moi, ma 4e année de spécialité de pédiatrie, les gens ne se rendent pas compte de ça, c'était donc il y a très très longtemps, eh bien, c'était 3 heures sur table sur la maltraitance des enfants. Donc, j'ai découvert ça toute jeune. Je ne connaissais pas ça du tout, du tout. Et donc, dans toute ma vie de pédiatre, c'était en arrière-fond, ce problème-là. Au début de ma vie de pédiatre, j'ai été pédiatre classique, c'est-à-dire je m'occupais à l'hôpital de maladies pour des enfants. Et puis, progressivement, je me suis dit, mais comment aider les parents? Je les voyais très désemparés et je voyais mes collègues installés en ville débordés et n'ayant pas le temps de ça. Donc, ça a été vraiment une préoccupation très importante. Et ensuite, j'ai rencontré l'aptonomie qui m'a fait prendre conscience de l'importance du contact affectif respectueux avec l'enfant. Ensuite, j'ai été enseignante en aptonomie pendant des années et des années.
Et j'enseignais à des psychiatres, à des psychologues, à des médecins de famille, à des pédiatres, à des puéricultrices, à des éducatrices. Et donc j'ai travaillé à fond sur comment les professionnels pourraient changer, comment accompagner les parents. Et au XXe siècle, c'était au XXe siècle, j'allais un peu sur Internet, il y avait très peu de choses publiées dans le monde entier là-dessus. Et puis, fin XXe siècle est apparu Damasio, le premier qui a parlé du circuit cérébral des émotions et à quoi servaient exactement ces émotions. J'étais un peu éblouie. Par contre, ces livres sont difficiles à lire. Et puis, au XXIe siècle, progressivement sont apparues plein d'études qui, moi, m'ont bouleversée, m'ont émerveillée, parce que, en tant que pédiatre, tous les jours, on est sollicité par les parents sur les questions d'éducation. Mon enfant n'arrive pas à dormir, mon enfant fait des crises pendant pour manger, mon enfant ne veut plus aller à l'école. Et en fait, on n'avait rien de sûr. Moi, je disais, bah, moi, je pense ça, mais j'étais pas sûre du tout de moi, bien entendu, comme tout le monde, hein. Et avec ces études-là, eh bien, on a eu des pistes très, très importantes. On ne connaît, bien entendu, certainement pas tout. Il y a encore certainement beaucoup, beaucoup de choses à connaître. Mais là, toutes les études à l'heure actuelle du monde entier en neurosciences affectives et sociales disent tous la même chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, on a des pistes scientifiques très, très solides qui nous disent quoi? Que notre attitude, à nous les adultes, va modifier en profondeur le développement du cerveau de l'enfant. Et ça, c'est absolument fondamental. Et on sait exactement ce que ça fait sur le cerveau de l'enfant. Donc j'ai été émerveillée, bouleversée. Et en France, c'était pas du tout connu. Et je me suis dit, il va falloir que je le transmette. Donc je l'ai d'abord transmis dans mon enseignement en autonomie. Et puis ensuite, je me suis mis à écrire. Dans l'écriture, j'ai été très surprise. Bon, j'ai mis beaucoup de temps, hein, ça m'a demandé plusieurs années hein, d'écriture, de réflexion, et pour écrire en même temps mon expérience avec les parents et avec les enfants, et en même temps ces études scientifiques. Une fois que j'ai publié ces livres, j'ai été voir des éditeurs qui m'ont dit, je ne suis pas du tout de ce monde-là, donc j'ai essayé, et ils m'ont dit, mais ce livre, il intéressera personne, il est invendable. Bon, donc je me suis dit, tant pis pour les Français, ils connaîtront pas ça. Et mon manuscrit était dans un tiroir pendant très très longtemps. Et puis un jour, j'ai eu une patiente qui vient me voir à l'hôpital. Les patients, quand c'est la première consultation, on les connaît pas. J'ai commencé ma consultation comme d'habitude, et très vite elle m'a dit, mais vous savez, moi je suis éditrice, ce que vous me dites, ça m'intéresse beaucoup, vous devriez écrire. J'ai dit, mais j'ai écrit. Elle me dit, ah bon? Et je lui ai envoyé mon manuscrit. 3 jours après, elle m'a dit, je vous publie. Pour moi, c'était incroyable. Elle m'a avoué plusieurs mois après que dans la maison d'édition, qui était chez Robert Laffont, elle m'a dit, mais personne ne croyait à ce manuscrit. Personne. Donc, quand mon livre est sorti, je me suis dit, bon, il va intéresser personne. Et puis, j'ai été absolument extrêmement surprise et un peu très stressée parce que je m'y attendais pas du tout et que moi, j'avais pas du tout envie d'être connue. J'avais envie de rester dans l'anonymat. Mon livre, tout de suite, il y a des journalistes qui ont compris l'importance de ce que disaient ces recherches-là. Et donc après, très très vite, j'ai été invitée partout et ça m'a beaucoup stressée au début. Maintenant, Oui, j'imagine. ouais. Maintenant, je n'ai plus de stress, hein, mais il a fallu que je fasse tout un travail sur moi pour me dire, moi qui n'aimais pas du tout être dans la lumière, j'avais pas du tout besoin de ça. J'avais pas du tout besoin de reconnaissance. J'avais la reconnaissance, pour moi fondamentale de mon conjoint, de mes enfants, de mes petits-enfants, de ma famille, de mes amis et de mes patients. Ça me suffisait amplement. J'avais pas du tout besoin d'être connue et ça me faisait très, très peur.
je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Eh bien, au bout de quelques mois, je me suis dit: «Je ne suis pas là pour moi, je suis là en mission Mmh. pour transmettre, pour moi, quelque chose de fondamental qui peut changer l'humanité». Donc Ouais. voilà mon parcours. Oui, c'est un super message, un très beau parcours et peut-être avant de rentrer dans j'ai plein d'autres questions qui me viennent, mais est-ce que tu pourrais nous dire précisément ce qu'on met derrière neurosciences affectives et sociales? Ouais. Tu vois? Parce que c'est des fois, c'est pas très clair. Non, du tout, du tout. Les neurosciences, d'abord, ce sont des sciences du cerveau. C'est la compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau. Au XXe siècle, on avait les neurosciences cognitives, qui sont anciennes, qui datent de 1970, et qui étudiaient tout ce qui est intellectuel dans le cerveau. Comment on apprend à écrire et à lire. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'au XXe siècle, eh bien, on savait que notre cerveau était dévolu aux capacités intellectuelles, motrices et sensorielles. Et toute l'éducation, aussi bien l'éducation dans les crèches, Mmh. dans l'école, était basée là-dessus. Il fallait développer la motricité dans les crèches, à l'école aussi, avec l'éducation physique. Il fallait développer quand même la sensorialité, quand même de la musique, des dessins, à l'école aussi. Et puis tout ce qui était intellectuel. Mmh. L'éducation était basée sur ces 3 capacités. Mais on ne savait pas du tout, parce que les neurosciences affectives et sociales, c'est la découverte de quelque chose qu'on ignorait totalement. Donc c'est une révolution dans la compréhension de l'être humain, que notre cerveau est en très grande partie dévolu aux émotions et aux relations. Ça Mmh. veut dire des choses qu'on comprend bien, que en fait, c'est essentiel, essentiel pour notre développement, d'être connecté à nos émotions et de savoir avoir des relations satisfaisantes. Ouais. Donc, maintenant qu'on sait ça, il faudrait que, aussi bien dans les crèches, aussi bien dans les écoles, pour les parents également, qu'on se dise, il va falloir absolument qu'on intègre cette connaissance intime des émotions et cette connaissance, cet apprentissage de comment on fait pour avoir des relations satisfaisantes. Parce que oui, on peut toujours progresser dans la connaissance de nous-mêmes, de nos émotions, et dans la Mmh. connaissance de comment on fait pour s'améliorer dans nos relations. Mmh. Et tu vois, en t'écoutant, bah, bien sûr, on est convaincu de ça. On est convaincu que c'est bien utile et ce sera bien utile à l'humanité entière que de pouvoir intégrer ça comme, nouveau principe. Mais comme tu le dis bien, ça vient après d'autres principes qui n'allaient pas toujours dans le même sens, avec d'autres, visions de regard sur l'enfant, d'autres visions de l'éducation, d'autres, regards sur la relation adulte-enfant. Et moi, ce que je retrouve, c'est que, beh, ça provoque, un engouement. On voit beaucoup et que ce soit pour les parents ou les professionnels, on a envie, on a confiance et je retrouve beaucoup de personnes qui sont convaincues, mais qui se trouvent en difficulté pour être déjà convaincant auprès de personnes, plus réfractaires et puis de pouvoir l'appliquer parce que ça vient quand même toucher, hem, une génération, d'adultes à qui on demande une mutation presque. C'est profondément une révolution. Oui. Alors, pour moi, c'est normal qu'il y ait des résistances, tout à fait Mmh. normal, parce que Mmh. ça fait des centaines et centaines d'années que sur toute la planète, hein, dans Mmh. toutes les cultures, dans toutes les religions, et j'aime bien dire que même dans les monastères bouddhistes, eh Mmh. bien, les enfants sont maltraités. Donc c'est partout, partout, partout. Et je n'en veux pas du tout aux adultes, hein, d'avoir humilié les enfants verbalement et physiquement et de continuer à le faire parce que ils l'ont fait depuis tout le temps et ils le font en croyant bien faire, en pensant que c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter, bien travailler à l'école. Je me suis beaucoup interrogée, je me suis dit: «Mais pourquoi les adultes sont si durs avec les enfants?» Et mon hypothèse, c'est les neurosciences affectives et sociales qui m'ont fait réfléchir à cette question. Eh bien, comme les tout petits ont un cerveau très immature et Mmh. n'arrivent pas à faire face à leurs émotions, et
un tout petit, on le sait, hein, il crie, il tape, il mord, il se roule par terre, il jette ses jouets. Eh bien, ils ont dû se dire, les adultes, mais on a devant nous des animaux sauvages. Mm. Il va falloir les dresser. Et jusqu'à présent, l'éducation était un dressage. À l'heure actuelle, même vis-à-vis des animaux, beaucoup de gens se disent qu'il faut arrêter de maltraiter les animaux. Et donc, je pense qu'il va falloir sortir du dressage à une vraie éducation respectueuse et humaniste des besoins fondamentaux des enfants. Et ce C'est que vrai. nous disent les neurosciences affectives et sociales, des choses extrêmement importantes, parce qu'au XXe siècle, on nous disait que l'enfant était un tyran, que l'enfant était méchant, qu'il le faisait exprès pour nous embêter, qu'il nous cherchait. Eh bien, ça nous donne un tout autre regard sur l'enfant. C'est-à-dire que, au contraire, l'enfant tout petit, il a un cerveau extraordinairement fragile Mm. et qu'il ne le fait pas exprès, qu'il est totalement dépassé par ce qui lui arrive et que être triste, être en colère, avoir peur, ce sont des émotions très désagréables et lui, il est submergé par ça. Il n'a Mm. pas la possibilité de prendre du recul parce que son cortex orbitofrontal qui permet de faire face aux émotions, de prendre du recul, de s'apaiser, n'est pas encore du tout mature. Donc lui, il vit ça, pour lui, c'est des grandes, grandes souffrances. Donc si on sait que nos enfants souffrent en faisant ça, je pense qu'on peut avoir un tout autre regard, tout autre regard. Moi, j'ai totalement changé de regard sur l'enfant. Et au XXe siècle, j'ai dit beaucoup, beaucoup de bêtises aux parents, mais je ne me culpabilise pas. Et j'aimerais que les professionnels de l'enfance, que les parents ne se culpabilisent pas, parce qu'au XXe siècle, on ne savait pas. Bien Donc, il y a sûr. tout un cheminement à faire, de comprendre ce que ces nouvelles connaissances nous apportent. Donc, le tout petit, ce sont les êtres les plus fragiles de notre société. Et donc, il faut avoir beaucoup de compassion pour eux. Et donc, quand un enfant tape, mord, crie, a peur, il faut d'abord se connecter à ses émotions, comprendre pourquoi il a ces émotions. Et que, par exemple, quand il mord et qu'il griffe et qu'il tape, c'est la grande, grande préoccupation des professionnels de crèche, il n'est pas méchant. Il faut surtout pas lui dire c'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire ne pas le dévaloriser, mais par contre comprendre que c'est son cerveau qui disjoncte. Et ça veut dire que ses besoins profonds ne sont pas satisfaits à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Et probablement que aussi, il est jaloux, il est inquiet, il est triste. Eh bien, comprendre pourquoi il fait ça, ça nous permet de ne pas réagir en le dévalorisant et en le punissant. Oui. Et ce qu'ils nous disent, les chercheurs, c'est qu'au contraire, il faut se connecter à ce qu'il vit et ensuite l'apaiser. Alors, pour beaucoup de professionnels ou de parents, ils disent « mais vous êtes totalement laxiste, vous faites n'importe quoi ». Non, apaiser l'enfant, ce n'est pas céder, ce n'est pas approuver ce qu'il fait, mais c'est faire en sorte que cette tempête émotionnelle qui lui fait du mal, parce que le cortisol dans ce cas-là est sécrété et va abîmer son cerveau, arrête d'être sécrété. Ensuite, l'aider à exprimer ses émotions en lui proposant un panel d'émotions. Là, tu as mordu parce que tu étais inquiet, tu étais jaloux, tu étais triste. Qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Peut-être qu'il ne va pas vous répondre, c'est pas grave. Il a entendu que vous vous connectez à lui. C'est ça dont il a envie, que vous essayez de le comprendre. Et donc, ça ne veut pas dire, par exemple, un enfant, je pense à vous, parents, qui fait une crise, c'est-à-dire qu'il va se mettre à hurler parce que vous lui dites « non, là, tu as assez mangé de chocolat », eh bien, ce n'est pas pour ça que vous allez lui donner du chocolat, donc vous allez lui dire non. Mais vous allez quand même l'apaiser. Et quand un enfant tape ou mord, il faut juste lui dire « non, on ne mord pas ». C'est tout. C'est-à-dire ne pas le dévaloriser.
plus aucune parole de c'est pas bien ce que tu fais, tu es méchant. Parce que ça, c'est considéré comme de la maltraitance émotionnelle. Ça peut paraître excessif, mais ce sont des chercheurs qui nous disent ça. Et que quand on dit à quelqu'un, à un enfant, tu es méchant, tu es égoïste, tu es paresseux, tu es orgueilleux, tu es nul, parce que les enfants entendent ça, eh bien, ça abîme ce cortex orbitofrontal qui est la partie la plus précieuse que nous avons, nous les êtres humains. Donc maintenant, nous savons des choses qui nous incitent à changer de comportement. Bien sûr que ce n'est pas facile de changer de comportement. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, bien entendu. Et donc, c'est pour ça que les parents, les professionnels de l'enfance, ont besoin d'être accompagnés. Et je voudrais dire à tout le monde, ce n'est pas grave de faire des erreurs dans l'éducation. On se trompe tout le temps. Moi, j'ai des petits-enfants, ça m'arrive de me dire, tiens, j'aurais pas dû dire ce mot-là. Je n'aurais pas dû je n'aurais pas dû avoir ce geste-là. Mais c'est pas grave, parce que on est toujours, nous les humains, en progrès et on n'a jamais fini de progresser. Dire à un enfant, je n'aurais pas dû faire ça, ça lui montre, pour moi, c'est très pédagogique. Ça lui montre qu'on fait tous des erreurs et qu'on peut toujours progresser. C'est extrêmement important. Et ça permet d'avoir une relation authentique avec l'enfant. Dans ce cas-là, l'enfant ne ment plus. Il y a beaucoup de parents qui se plaignent, mon enfant mente. Eh bien, évidemment, ils mentent parce qu'ils savent que s'ils disent certaines choses, ils vont être dévalorisés et punis. Mais si on sait que non, il faut montrer ce qu'on est. Leur montrer qu'on a tous des faiblesses, on a tous des émotions désagréables qui nous traversent. On est des humains. Eh bien, cette relation authentique, ça nous fait grandir ensemble. C'est vrai. Et oui, j'aime beaucoup cette notion de mea culpa finalement, de pouvoir faire des mea culpa au fur et à mesure. Et je rebondis sur autre chose que tu as dit et qui me sert beaucoup dans mes accompagnements et même pour moi en tant que maman, mais c'est de pouvoir dire à l'enfant, j'ai confiance au fait que tu comprendras et que en grandissant, ça ira. Et je crois que en plus de lui faire entendre ce message qui est plein d'espoir pour la suite, ça nous permet aussi, nous, de modifier notre intention. Et que quand je lui dis ça tout de suite, c'est pas pour qu'il l'intègre et qu'il recommence pas demain. Quand je lui dis ça tout de suite, c'est parce que ça correspond à son fonctionnement de maintenant et que je vais lui redire autant de fois que nécessaire avec la même intention et pas mais je te l'ai dit hier, tu comprends pas ce que je te dis? Enfin voilà, mais avec la même intention et le même élan de j'ai confiance au fait C'est que tu comprends. extrêmement important quand un enfant a un comportement inadéquat de lui dire on ne fait pas ça ou on ne dit pas ça, mais je te fais confiance. En grandissant, tu vas apprendre à ne plus dire ça ou ne plus faire ça. On sait que quand on met des étiquettes sur quelqu'un, ça fige la personne. D'abord, ça dévalorise la personne. Elle n'a plus confiance en elle, mais ça fait qu'on ne progresse pas. On sait, il y a des études scientifiques qui montrent que quand on dit à un enfant tu peux progresser, eh bien, on sait que l'enfant va progresser. Et on peut progresser aussi bien intellectuellement que affectivement. Progresser affectivement, ça veut dire quoi? C'est quoi le cerveau affectif? C'est le cerveau qui nous permet d'être connectés à nos émotions et aux émotions des autres, et le cerveau qui nous permet d'être en relation avec les autres. Eh bien, on peut progresser aussi bien intellectuellement que dans notre vie affective. Et ça, c'est fondamental de dire ça aux enfants. Oui, Et aux oui, adultes, pareil. oui, complètement. Et tu vois, d'où l'importance vraiment en tant que parent de se sentir accompagné dans cette trajectoire, enfin dans cette conviction, dans ces convictions, et ça demande quand même la formation des professionnels de la parentalité en général, tu vois, parce que enfin, je pense à une petite anecdote et puis cette personne se reconnaîtra et certainement avec un petit sourire. Mais quand j'étais jeune maman de mon deuxième, alors que je rentrais à la maternité et que malgré que je sois infirmière puéricultrice, j'avais demandé à être accompagnée parce que j'avais pas les idées très claires et puis j'avais vraiment besoin de parler. Et une sage-femme est venue à mon domicile et m'a dit
Ah ben je remarque que, vous répondez, très bien aux pleurs de votre enfant, que vous êtes présente à lui et c'est très bien. Sachez qu'il ne fera pas de caprice avant 6 mois. Et là, Catherine, je me suis dit: «Beh, il y a une caméra cachée, c'est une blague? Pourquoi elle me dit ça?» Et j'en rigole et puis j'en ai ri après avec elle parce que donc on a pu échanger là-dessus. Elle est même venue à la conférence qu'on a proposée ensemble à Metz et puis on est restés en contact. Mais heu, bah, je me dis que cette sage-femme, cette professionnelle, elle n'a pas dit ça qu'à moi. Mais non. Elle a dit ça à d'autres parents. Alors, ça a été important pour moi de lui dire que c'est pas grave qu'elle ait pu dire ça avant, mais que voilà, maintenant on peut discuter et tout. Mais tu vois, de pouvoir former les professionnels parce que les petites graines que les professionnels sèment sont très importantes pour la construction de la parentalité. Alors, pour moi, ce que tu dis là, c'est fondamental et toute ma démarche depuis des années et des années, c'est pour que absolument dans la formation de tous les professionnels de l'enfance, il y ait les neurosciences affectives et sociales, le développement des compétences psychosociales ou les compétences socio-émotionnelles et aussi Mmh. la pleine conscience. Parce que Ouais, on sait au XXIe siècle qu'il y a des choses qui vont améliorer le développement du cerveau de l'enfant. C'est le développement des compétences sociales et émotionnelles ou psychosociales, hein. Je mmh. préfère dire socio-émotionnelles parce que les gens ont peur du psychosocial souvent, hein. Oui, oui, Mais oui, oui, bon, oui. c'est la même chose, c'est la même Mmh. chose. Oui, Et oui. ça, c'est fondamental. Ce n'est pas encore fait du tout dans la formation des professionnels de l'enfance actuellement, hein, Mmh, en mmh. France. C'est fait dans beaucoup, beaucoup de pays, hein. Nous, les professionnels de l'enfance qui avons des métiers de relation, nous ne sommes pas formés à la relation. Mmh, mmh, Et mmh. ça, pour moi, c'est un extrêmement grand manque. La plupart des pays développés à l'heure actuelle, les professionnels de santé, hein, les professionnels de l'enfance sont formés à la relation et ont des vraies formations pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, pour développer également la pleine conscience, parce qu'on sait que ces Ouais, deux ouais, pistes-là vont améliorer le développement du cerveau. ouais. Être professionnel de l'enfance, ce n'est pas simple du tout, c'est extrêmement compliqué. Et on sait que quand les professionnels développent leurs propres compétences sociales et émotionnelles, font de la pleine conscience, eux-mêmes vont beaucoup, beaucoup mieux. Ils Mmh, se bien sentent sûr, beaucoup plus compétents, il y a moins bien de sûr. burn-out Mmh. et ils savent transmettre ça à leurs patients ou à leurs élèves ou aux enfants dans les crèches. Donc Mmh, pour mmh. moi, le développement des compétences sociales et émotionnelles devrait absolument faire partie de toutes les formations de l'enfance avec la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est de la méditation laïque, bien entendu. Bien sûr et en plus d'être de la méditation comme encore quelque chose de du faire, c'est aussi de réfléchir à des attitudes, à des intentions, à une posture et ça passe par plein de choses qui sont finalement informelles, plus que l'aspect formel de la méditation laïque Ouais. et je Pourquoi te c'est rejoins. si important? Parce que la pleine conscience permet une meilleure connaissance de soi, de ses émotions, et ça permet une ouverture, hein. C'est pas du Bien nombrilisme, sûr, c'est une bien sûr. ouverture au monde et aux autres. Et le Mmh, développement des compétences sociales et émotionnelles, c'est la même chose. mmh, C'est accueillir toutes nos émotions, qui permet de mieux se connaître, d'avoir ouais. un meilleur sens éthique et moral, de savoir mieux faire des choix, de savoir mieux pourquoi on choisit de faire telle ou telle chose, de donner un sens à sa vie et d'être ouvert Mmh, aux autres et de mieux les comprendre. Donc c'est la même intention, la pleine conscience et le développement des compétences sociales et émotionnelles. C'est d'abord avoir une meilleure connaissance de soi, un meilleur ancrage mmh. pour avoir une meilleure ouverture aux autres et au monde. Donc c'est la même intention. Bien sûr, oui. Merci pour cette, confirmation parce que, finalement, tu vois, dans l'accompagnement et là, je reste dans l'accompagnement et la formation des professionnels. Tu vois, je repense à une action de formation que j'ai fait il y a quelques semaines et une professionnelle, à la fin du stage, vient me voir et me dit:
quand même ce que vous me dites, ce que vous avez dit aujourd'hui, donc c'était sur le développement du cerveau de l'enfant, les émotions, c'est violent pour moi. Ouais. C'est très violent. Et je dis ok, donc on en discute, on en parle, et je lui remercie de m'avoir fait confiance pour me dire ça, Mm. parce que je crois que c'est pas valable que pour elle, Non? et que c'est valable pour beaucoup d'adultes. Et ce que je vais à dire aussi, c'est que le point commun de nous tous qui nous occupons des enfants, euh, et le point commun même avec les parents, c'est, en tout cas, le point commun des professionnels, c'est pas spécialement qu'on est parents, parce que peu importe qu'on le soit, c'est qu'on a tous été enfants, et donc on a ancré des schémas et des automatismes et des croyances en lien avec une particulière éducation. Donc bien sûr que quand on vient amener toutes ces nouvelles choses, si on n'a pas d'abord fait le travail de rencontre avec soi-même et de tous ces schémas, ces croyances, et donc notre réaction émotionnelle face à toutes ces nouvelles choses contraires peut-être à ce qu'on a reçu, on ne pourra pas se connecter Oui. à l'autre, à l'enfant. Ouais. La très très grande difficulté, c'est que la plupart des professionnels de l'enfance et la plupart des parents ont reçu eux-mêmes une éducation avec des violences. Mais je le Oui. redis, leurs parents ne l'ont pas fait exprès. Ils n'avaient pas une mauvaise intention. Ils pensaient Ouais. que c'était la bonne éducation. Donc, Mm. moi, je n'en veux pas aux parents qui ont fait ça. Par contre, soi-même de se dire que oui, on va pouvoir changer, euh, ce que j'aimerais, c'est que là, à l'heure actuelle, les adultes qui entendent tout ça, que oui, il va falloir changer, c'est une révolution dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, qu'ils ne se culpabilisent pas. On ne le Mm. savait pas. Par contre, comme c'est difficile de changer, eh bien, il faut se faire aider. Oui. Et moi, je Oui. pense qu'il faut se faire accompagner. Oui. Pour les professionnels de l'enfance, je pense que c'est extrêmement important d'avoir un travail d'équipe, Mm. de pouvoir soi-même, dans l'équipe, se donner de l'empathie, c'est-à-dire Mm. de la compréhension de nos émotions, de nos difficultés. Si on ne se donne pas d'empathie dans une équipe, s'il y a au contraire du stress, on ne pourra jamais être empathique ni vis-à-vis de soi-même, ni vis-à-vis des autres. Donc le Oui. travail d'équipe, en étant empathique, sans avoir de jugement sur les uns sur les autres, en pouvant dire tout ce qu'on ressent, pour moi, c'est fondamental. Et les Oui. parents, c'est pareil, c'est-à-dire que dans le couple, faut s'entraider. Si on n'y arrive pas, il faut pouvoir en parler à quelqu'un qui nous comprend. Ça peut être des voisins, de la famille. Et puis, si on voit que on va disjoncter avec nos enfants, faut pas rester seul. Mm. Faut aller dans des groupes de parents, de parole, ou bien faut faire appel à son médecin, à un psychologue. Mais surtout, surtout, il faut pas rester seul. Parce que ça Oui. peut être un cheminement de vouloir changer d'éducation, de ne plus vouloir humilier ses enfants, et ben ça peut être extraordinairement difficile. Bien Et il y sûr. aura toujours des hauts et des bas. Ça Mm. se fait pas comme ça de façon linéaire. Il y a des rechutes, bien entendu. Et Mm. je dis que ce n'est pas grave, parce qu'on fait tous des erreurs. L'éducation est la chose la plus difficile au monde, et les professionnels de l'enfance, c'est une chose extraordinairement difficile aussi. C'est vrai, oui. Tu vois, je repense, c'était pas plus tard qu'hier soir, j'étais au domicile d'un couple de parents qui, bah, un enfant de 2 mois, tout juste 2 mois, tu vois. Et le papa me confiait à un moment, quand il pleure, je sais pas trop comment réagir, parce que ma maman, qui a eu 6 enfants, qui nous a éduqués super, enfin c'était parfaitement, me dit que c'est pas grave de le laisser pleurer. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne en ça, et je, et je voulais avoir votre avis. Donc on a beaucoup, beaucoup discuté. Mais tu vois, là, c'est exactement ce que tu dis. Ce discours, enfin mon discours en tout cas, ça a été de valoriser sa maman à lui, à ce papa, et de pouvoir l'emmener à réfléchir autrement, et aussi de se faire confiance, parce que là, on venait toucher à quelque chose de, s'il se pose la question, c'est parce qu'il se sent mal dans son
tu vois, dans son corps, dans son cœur, que de laisser pleurer son enfant. Il se pose des questions. Et là, parce que je suis là, eh ben, je peux l'accompagner avec le discernement de, par contre, c'est pas parce que votre maman a fait différemment qu'elle est pas bonne et que, Ouais. enfin, que voilà. Ouais, ouais, Alors, généralement, les adultes disent toujours qu'ils ont eu des parents formidables, qu'ils ont eu une éducation formidable. C'est normal, parce que c'est ouais, extrêmement, extrêmement difficile de oui. remettre en cause ses parents. Mm, Donc, faut mm, mm. l'entendre, hein, moi, quand Oui, j'entendais, «Mes parents étaient formidables», généralement, c'est au bout de 3 ou 4 consultations qu'ils me disaient qu'au contraire, ça avait été terrible. Parce que, oui. voi ça protège, le déni protège. Mm, Moi, je mm, n'y touchais pas, hein, je n'essayais pas de creuser. Mais il faut mm. savoir, il faut entendre ce qu'il y a derrière. Ouais, Ensuite, savoir que les pleurs, c'est la chose la plus difficile pour les parents, parce que ça vient toucher beaucoup, beaucoup de choses, puisque généralement, oui, eux n'ont pas oui, été écoutés dans leurs pleurs. oui. Ouais, Et donc, c'est extrêmement remuant et c'est extrêmement compliqué de savoir comment faire. Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire sur les pleurs, avec les pleurs des enfants? C'est juste les accueillir mm, comme quelque chose de normal, d'une expression de l'enfant. Il faut surtout pas vouloir arrêter les pleurs, parce que ouais, l'enfant, il a quelque chose à nous dire. C'est comme si nous, on nous disait: «Mais chut, arrête de pleurer!» Non, quand on pleure, on a besoin de pleurer. Et très souvent, je disais aux parents: «Mais vous savez, si vous rentrez, du travail, que vous avez été fatigués, que vous n'en pouvez plus, vous avez été contrariés et que vous vous mettez à pleurer et que votre conjoint vous disait: "Mais arrête de pleurer, j'en peux plus, va dans ta chambre"», mais vous ne supporteriez pas. Donc vous voyez mm, que là, votre enfant, lui, quand il pleure, d'abord, il a besoin de pleurer, il ne le fait pas exprès, ça le soulage, hein, c'est un mm. soulagement de pleurer. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien, mais il vous dit quelque chose. Et après, c'est à nous, parents, de comprendre pourquoi il pleure. Il peut Oui, pleurer oui. parce qu'il est énervé, parce qu'il a envie d'être dans les bras, parce qu'il a Mm, envie d'être changé de position, parce qu'il a envie qu'on lui change de couche. mm. Et je mets en dernier la faim, parce qu'il Je ne suis faut pas du d'accord. tout Oui, croire qu'il oui, pleure à chaque fois. Pour, oui, c'est trop facile de lui mettre oui, quelque chose dans la bouche parce qu'il pleure. C'est un conditionnement avec la nourriture. Donc, bien sûr. c'est très, très compliqué et les parents ont besoin d'être accompagnés dans les pleurs et Oui, d'autant plus qu'on est un homme, parce que la plupart des hommes ont entendu dans leur enfance: «Mais un homme, ça doit être ça doit être fort, oui, ça ne doit pas oui, montrer ses faiblesses, ça ne doit pas pleurer». Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour les hommes. Je leur dis: «Mais vous, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de parler de toutes vos émotions désagréables qui vous traversent. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, de parler de ces émotions. C'est la construction de votre être, de parler de tout ce qui vous traverse. C'est très important. Parler de ses émotions, c'est la connaissance de soi, c'est la oui, conscience de soi et c'est de comprendre quand on a des émotions désagréables, de quoi on aurait besoin. Et donc, quand on pleure, de oui, quoi on a besoin. On a juste oui, besoin de quelqu'un qui est là pour nous écouter et nous comprendre. C'est tout. Il n'y a oui, rien, oui, il y a rien d'autre à faire. oui. Et je rebondis sur il y a rien d'autre à faire et à être présent et être là. Et je voudrais te faire part d'une autre expérience, enfin d'une autre, anecdote qui me fait penser à ça et à un papa. Alors j'étais présente à une réunion dont je t'ai parlé d'ailleurs, où, un représentant du gouvernement était, présent. Alors malheureusement, cette réunion officielle parce que ce papa donc prend la parole et dit, «Bah, moi je me suis trouvé en difficulté quand je suis rentrée de la maternité et quelques semaines après, je savais pas quoi faire, quoi proposer à mon enfant». Et la psychologue qui était présente, je ne sais pas pourquoi, parce que par ailleurs, je crois qu'elle est très bien et assez lucide, a dit: «Bah, pourtant j'ai écrit un livre avec, toutes les choses à faire, au niveau, éveil et culturel, dès la naissance». Et là, je me suis Tu trouvée vois, ça très me fait mal rire. parce que je me suis trouvée oh là là, je me suis trouvée très, très mal parce que, je me suis dit: «Mais là, on est en train
d'accompagner, enfin, de soutenir ce papa qui avait quelque chose à faire, alors que la première chose qu'on sur laquelle on devrait le soutenir là, dans ces premières semaines, premiers mois, c'est Mmh. d'être là avec son garçon, Ouais. d'être là avec, ses premiers, voilà, de l'observer, de pouvoir, être captivé par, ses réactions reliées à ses émotions, à ses appels du regard, à, tu vois, toute cette relation, toute cette accordance, toute cette relation qui commence si tôt, et au sein de cette réunion-là, pour te dire vraiment, et je le regrette aujourd'hui, c'est que moi, ça m'a coupé la parole. Enfin, ça m'a coupé, je me suis sentie comme étouffée parce que on avait proposé une réponse qui était tellement éloignée de tout ce que j'aurais pu suggérer, que ça m'a mis, par terre. J'en ai même très mal dormi parce que je me suis dit, hem, on n'assistait pas alors peut-être assez sur l'être plutôt que le faire. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est très, très compliqué et qui fait toute la noblesse d'être professionnel de l'enfance et la noblesse d'être parent, c'est qu'il y a pas de Mmh. recette. C'est être à Mmh. l'écoute de soi, de ce qui se passe en nous et être à l'écoute de Ouais, l'autre. Je peux te dire, ouais. Lika, que les milliers et milliers d'enfants que j'ai reçus et d'adolescents, la première chose qu'ils me disaient quand ils étaient seuls avec moi, ils me disaient: «Mes parents ne m'écoutent pas. Ils Mmh. n'écoutent pas ce que je ressens. Ils m'interrompent tout le temps et ils me disent ce qu'il faut que je fasse». Eh bien, pour les Ouais, professionnels de l'enfance, c'est pareil. Heu, c'est être à l'écoute d'abord de vous-même et des enfants. Et je peux ouais. vous assurer que quand on arrive à avoir, ce lien affectif, ce lien de connexion, c'est-à-dire d'être avec soi et avec l'autre, eh bien, tout se transforme. Bien sûr. Mais c'est pas des recettes. Et c'est pas des recettes, il y a pas de méthode, et Non, c'est bien des relations uniques et à chaque fois particulières qui se créent, absolument. et ouais, mais et pour valoriser ça, c'est pas toujours évident parce que aussi, tu vois, et ce que je défends, c'est que, beh, je sais pas après qui est coupable ou responsable, enfin, mais on est dans une ère où, Google, pour ne pas citer, a une grande place, et je rencontre aussi beaucoup de parents qui, à la moindre question qui se pose, vont rechercher une réponse à l'extérieur et Oui, potentiellement sur des plateformes, où, voilà, beaucoup de choses se disent, mais peu de choses doivent être prises, personnellement, et hem et c'est compliqué, mais je crois qu'il faudrait pouvoir créer un petit espace entre le moment où, en tant que parent, je me pose la question et le moment où je voudrais une réponse. mmh, Mais voilà, de pouvoir élargir cet espace-là pour aller à la rencontre de soi-même. Mais comme tu dis très bien, tu vois, mais je suis vraiment, tu vois, je l'image là avec un espace qui serait à créer parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas. C'est beaucoup trop de questions-réponses mmh, immédiates, tu vois. Alors que je crois que l'espace, il devrait un peu grandir et d'accepter l'inconnu, d'accepter, l'imperfection, en tout cas le questionnement et la réflexion, l'introspection, toute cette profondeur de réflexion et l'essai, mmh, tu vois? L'essai, l'erreur, mmh. ouais. Je pense qu'actuellement, beaucoup, beaucoup de parents sont perdus parce que Mmh. justement, il y a internet avec des milliers de réponses et ils pensent Oui, que, eh bien, il suffit de répondre comme ceci ou comme cela. Pour moi, une des ch un des accompagnements les plus favorables pour les parents, c'est d'être ensemble avec une animatrice ou un animateur comme toi, qui les aide à cheminer mmh, progressivement. oui, C'est-à-dire à s'écouter mutuellement, à mmh, réaliser qu'on a tous les mêmes questionnements, que mmh, l'éducation est la chose la plus complexe au monde, qu'il n'y a pas de recette, mais qu'ensemble, on va y arriver oui, et avec justement le développement des compétences émotionnelles et ensuite sociales et aussi la pleine conscience. Et qu'est-ce oui, que c'est que le développement des compétences émotionnelles? C'est d'abord de sentir qu'on est traversé mmh, tout le temps par plein d'émotions et qu'il n'y a mmh, pas d'émotions négatives ou positives. C'est juste une réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Donc bien il n'y a pas sûr, de jugement moral. Il faut les accueillir toutes
Et notre vie affective est extraordinairement riche. Et si on arrive à nommer toutes les subtilités de notre vie intérieure, c'est extraordinaire. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses sur nous. C'est vraiment la connaissance et la conscience de soi. Et ensuite, de comprendre quels sont les besoins derrière ça. C'est-à-dire que ce que nous dit Damasio, c'est que les émotions sont primaires. C'est-à-dire, d'abord, être connecté avec nos émotions. Et ensuite, dans un second temps, l'intellect vient. Il n'y a pas de dire l'intellect, c'est pas bien. Si, il faut comprendre. Par exemple, un parent inquiet ou désemparé, de quoi il aurait besoin? C'est tout un cheminement. Et ça aide ensuite. Ensuite, il faut réussir à exprimer ses émotions sans aucune culpabilité. Par contre, attention quand on exprime ses émotions aux enfants. Parce que si on dit à l'enfant « Ah là, tu m'énerves », on exprime ses émotions, c'est extraordinairement culpabilisant pour l'enfant. Donc, quand on est professionnel de l'enfance, dire dans l'équipe « Ah, cet enfant, il m'a énervé », etc. et tout, on peut le dire parce que ça fait du bien, ça soulage d'exprimer ses émotions. Quand on est parent, de l'exprimer avec son conjoint, ok. Mais vis-à-vis de l'enfant, non. On dit à l'enfant, là, par exemple, un enfant qui fait une grosse colère, qui se roule par terre ou qui tape, qui crie, on dit là, j'ai dépassé mes propres limites. Il va falloir que je trouve un moyen pour me calmer, moi. Ça, c'est très important de se sentir responsable de ses propres émotions et de ne pas accuser l'autre. Et en travail d'équipe, si possible, on ne va pas dire « cet enfant m'a énervé », on va dire « j'ai senti que j'ai dépassé aussi mes propres limites avec cet enfant. Il va falloir que j'apprenne, moi, à me calmer. » Donc, c'est extrêmement important, parce qu'il faut exprimer ses émotions. Attention, il ne faut pas culpabiliser les autres. Il faut prendre la responsabilité de ses propres émotions et de comprendre pourquoi nous, on a eu telle et telle émotion. C'est ça. Ensuite, il va falloir apprendre à faire face à ces émotions pour pas qu'elles nous envahissent, nous, et pour pas qu'elles soient nocives pour les autres. Une fois qu'on va avoir fait tout ce travail-là, on va comprendre que oui, on est traversé par beaucoup de choses et que les autres aussi sont traversés par ces mêmes problématiques d'émotions et de faire face à leurs émotions. Ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre les autres, de beaucoup mieux pouvoir les écouter et de pouvoir résoudre les conflits beaucoup, beaucoup mieux. Puisque quand on est à l'écoute des autres, eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir trouver des solutions ensemble. Donc c'est tout un travail, ça se fait pas comme ça. C'est pour ça que quand je te disais, oui, je suis pour les groupes de parole de parents, mais c'est tout un cheminement progressif. Et accompagner les parents ou les enfants, c'est tout un cheminement. Ça se fait pas comme ça. Complètement, oui. Et je rebondis sur ce mot cheminement parce que je voudrais faire un petit lien avec tes nouveaux ouvrages. Et tu vois, notamment des 2 derniers, Lettre à un jeune parent, où j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Je vois une forme légère, accessible, et ça redit bien sûr tout ce que tu nous dis à la portée des parents. Finalement, là, quand je parle de cheminement, c'est parce que il y a des choses qui ont été dites, que tu as déjà dit, qui sont autrement dites. Quelle a été ton intention et ton élan pour ce nouveau livre? Alors, mon intention, c'est d'être le plus simple possible, de dire aux parents de ne pas se mettre de pression, de ne pas se culpabiliser, et l'importance pour eux d'accueillir leurs émotions dès la grossesse, leurs émotions désagréables, comme normales, et de pouvoir les exprimer sans culpabilité. Donc ça, pour moi, mon message le plus important, ça a été de leur dire « accueillez vos émotions aussi bien agréables », parce que évidemment qu'il y a du bonheur à être parent ou professionnel de l'enfance.
être parent, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver. Être professionnel de l'enfance, il y a des joies immenses, mais c'est Mmh. aussi très complexe et ça peut être Oui, très difficile, épuisant parfois. oui, Ça peut oui, être très inquiétant, on s'inquiète, on ne sait plus comment faire, on peut se sentir dépassé quand on est parent ou professionnel de l'enfance. Il faut On se sent impuissant totalement. Il faut mmh, pouvoir parler de ça à d'autres adultes. C'est extrêmement important. Ça nous ouais, fait du bien et ça nous fait comprendre de quoi alors on aurait besoin. Et donc dans ce cas-là, oui, c'est ensemble, hein, dans l'équipe, quand on est professionnel, avec son conjoint ou avec des amis, qu'on peut comprendre dans ce cas-là de quoi on aurait besoin. Et dans ce cas-là, ça nous fait progresser. oui, Donc c'est surtout ça que j'ai voulu dire aux parents. oui. En tout cas, je le recommande beaucoup parce qu'effectivement, moi, j'ai ressenti cette simplicité, en tout cas dans les propos et on voit clairement là où on peut se raccrocher pour pouvoir le mettre en place dans son quotidien. C'est super. Et le deuxième livre, là, j'avais aussi une autre question parce que tu sais, j'ai ma grande fille qui a 7 ans et qui adore ce livre-là. Et je me suis deman et je me suis demandé, mais tu vas nous répondre, quelle était ton intention aussi, mais et alors elle, puis, ma grande, elle est très coquine et puis, tu vois, pour te dire, il y a quelques mois, elle a repris le baby-sitter en lui disant, «Ce que tu viens de faire, c'est du chantage et j'en parlerai à maman quand elle rentrera» Je vais lui et dire. donc elle me met pas trop bien à l'aise. Et donc elle est déjà dans un élan où elle s'encourage à elle perçoit les petites choses comme ça parce qu'on l'accompagne pour percevoir ça, mais elle le lit et puis ça lui sert un peu comme de guide. Alors que tu vois, je la vois, elle rentre de l'école, elle ouvre ton ouvrage et elle dit, par exemple, la dernière fois, elle m'a dit, «Bah, c'est vrai, tu vois cette phrase là, j'ai besoin que tu m'expliques quand je comprends pas au lieu de t'énerver». Je j'aurais dû l'avoir ce livre-là pour le dire à ma maîtresse parce que, là, j'avais pas compris et elle s'est mise en colère alors que j'ai pas enfin, finalement, c'est pas de ma faute, Mais il mais faut qu'elle lui je apporte, trouve que hein. ça lui donne encore de la force. Elle lui a apporté, oui, oui, elle lui a apporté. Mais mais alors je me dis, bon, dans notre famille, peut-être que ce livre est utilisé d'une certaine façon et en l'occurrence là, ça devient l'outil, la preuve de ma grande pour pouvoir affronter le monde. Mais quelle était ton intention de ce livre-là? Est-ce Alors que écoute, c'était moi je trouve ça extraordinaire parce que les retours que j'ai sont ce que tu dis. C'est-à-dire que l'autre jour, Oui. j'ai vu un enseignant, il était sidéré, il m'a dit: «Expliquez-moi madame Guéguin, son fils de 2 ans, tous les soirs, il lui redemande ce livre». Il m'a dit: «Pourtant à 2 ans, il doit pas comprendre». C'est un enseignant, hein. «Il doit pas comprendre». Mais je lui ai dit: «Mais si, il comprend très, très bien». Mmh. Et en fait, mon intention, c'était de, toucher les enfants sur leurs Oui, besoins profonds à eux et oui, qu'ils puissent l'exprimer aux parents oui, et que les parents comprennent quels étaient les besoins profonds de l'enfant. Et ouais. apparemment, ça marche parce que ce que je voulais, c'était que les enfants parlent, s'expriment. Mmh. Eh bien, ça fait ça. Donc, j'ai atteint mon but beaucoup plus que je ne l'espérais et je suis extrêmement contente. Comme quoi, quand on parle de ce qui est essentiel, ça touche au plus profond de notre être. Donc, là, encore une Oui, fois, l'éducation, c'est pas des recettes, c'est toucher au plus profond de ce que nous, humains, de quoi on aurait besoin réellement pour nous développer, oui, pour aller bien. Toucher à ce qui nous oui. fait que notre vie a un sens. Mmh. Notre sens le plus profond, c'est d'être relié à l'autre de façon la plus comment là je trouve plus mes mots, heu, pour qu'on se comprenne mutuellement. Complètement, oui. Et j'aime ton image de toucher parce que en plus, ça vient nous toucher au moment où on est prêt à être touché. Oui, Et c'est pour ça qu'on parle de cheminement et que parfois il y a des choses qui nous touchent d'une façon différente et puis ça a besoin de nous retoucher pour enfin, je vois de quoi je parle, mais c'est vraiment ce mmh, que j'imagine dans le cheminement, dans la répétition, hem, tu vois tout ça et puisque ce livre-là, en plus il est très bien illustré, il est enfin beau, hein? et les phrases, il est très, très beau. C'est un bel objet, et donc j'aime beaucoup et hem et tu vois, une chose que j'ai dit récemment
à une personne qui me demandait qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents sur les tempêtes émotionnelles des enfants. Et bon, ben voilà, on a tout plein de choses à dire, on en a beaucoup parlé. Et moi, je lui ai proposé, je lui ai suggéré, mais vous savez, je crois que si les enfants avaient leur cerveau préfrontal un peu plus développé, une des premières questions qu'ils nous poseraient, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme outil pour gérer les tempêtes émotionnelles des adultes? Parce que, Oui, tu vois, pour dire que parfois aussi, eux, bien sûr, ils sont témoins de réactions qui sont démesurées par complètement. rapport à la situation. Mmh. Mm. Donc, tu vois, c'est ce livre-là, comme une force apportée aux enfants pour soutenir leur vécu, je trouve ça incroyable. Mmh. Donc je t'en remercie Bah, je suis très aujourd'hui. heureuse de ça, tu vois? Oui, super. Je te propose de conclure là-dessus parce que je crois qu'on aurait pu encore j'aurais pu encore te garder, Mmh. longtemps avec moi, mais Alors, je me je sens voudrais déjà quand très même émouvée. dire quelque chose, Oui, dis-moi. parce que pour donner confiance, là, on Oui. vit une période qui est pas simple pour beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, je Mmh. voudrais dire que notre humanité, en ce moment, progresse. Oui, oui, oui. Pourquoi? Pour moi, il y a comme un grand tsunami sur la terre entière pour qu'on ait des relations plus apaisées, plus chaleureuses. Les femmes, Mmh. elles ont envie d'être respectées en ce moment. Toutes Mmh. les femmes du monde entier, elles se lèvent en disant: «Mais respectez-nous». Mmh. Beaucoup d'humains ont envie de respecter les animaux. Eh bien, en ce moment, beaucoup d'adultes ont envie d'être plus humains et plus respectueux avec les enfants. Donc, Mmh. je dis: «Oui, nous faisons partie de ce grand mouvement qui voulons que les relations deviennent apaisées, chaleureuses et beaucoup plus humaines». Donc je dis: Oui, «Oui, tenons-nous les coudes, tous ceux qui veulent ça, nous allons y arriver». Et je ouais. sens que notre humanité, l'humanité entière, elle est en train de progresser, hein. Oui, 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 je Oui. suis d'accord avec toi. Oui, oui. Oui, oui, Mmh. oui Mmh. et c'est un beau message, de se dire: «Serrons-nous les coudes» parce que parfois on Complètement. peut perdre espoir, hein, tu vois? Oui, oui. Moi, je me suis sentie à des moments où je me dis: «Bah, après tout, pourquoi tout ça?» Et Si, puis après on se raccroche. Oui. c'est Mmh. notre humanité est en train de progresser et de participer à ça, ça donne Mmh. un sens extraordinaire. Oui, je suis d'accord. Oui. Donc faut absolument diffuser ça partout, partout, partout. Et s'il y Ouais, a des gens que ça rend en colère, qui mmh, ont des résistances, c'est pas grave, c'est pas grave. ouais, Heu, ouais. c'est un cheminement. Mmh. Je suis d'accord. Ouais. Merci pour ce rappel et puis pour cette, pointe d'espoir en tout cas Complètement. qui doit être diffusée. Oui, Ouais, oui. oui. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré. Je me sens honorée parce que je sais que tu as tout plein de sollicitations et je voulais encore t'en Ah bah, remercier. moi, je voulais dire que je suis extrêmement heureuse de participer à ce podcast parce que je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, beaucoup et je suis très admirative de tout ce que tu fais et je voudrais dire que les puéricultrices, elles ont un rôle fondamental, fondamental dans l'accompagnement des parents et des enfants et de tous les professionnels et que je trouve qu'elles ne sont pas du tout assez reconnues au niveau du gouvernement et de toutes les instances. Donc je plaide pour que les Mmh. puéricultrices aient toute leur place dans l'accompagnement des professionnels de l'enfance, des parents et des enfants. Mmh, merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci Mmh. Catherine, merci beaucoup. En tout cas, j'aurai plaisir à continuer cet échange et à le prolonger et je te remercie au nom de tous les auditeurs et je te souhaite tout plein de belles choses. Et moi, je souhaite plein de belles choses à tous les auditeurs. Merci Catherine, au Au revoir. revoir. Passionnant, n'est-ce pas? J'aime la façon qu'a Catherine de nous déculpabiliser en tant que parents ou même notre professionnel de l'enfance. C'est si précieux d'avoir tous ces éléments-là, mais si important de pouvoir prendre soin de soi pour les intégrer tranquillement. Comme elle l'a dit si bien, de faire preuve d'indulgence et, pour le bien de l'enfant, d'accorder des mea culpa.
Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, peut-être l'avez-vous trouvé aussi passionnant que moi. Partagez avec nous vos points de vue sur les réseaux sociaux. Je vous indiquerai également dans les commentaires les liens vers la bibliographie du Dr Catherine Guéguin. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez aimé cet épisode sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook sur les pages Parentalité pleine conscience et Être un parent. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes et en attendant, prenez soin de vous.